Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Ede Kogo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko Oyo Kaka, message Oyo Fatia Pesaki et Yindi partout. Alors le président de la République réaffirme sa détermination, la volonté de servir le peuple congolais, assumant ses fonctions de commandant suprême des forces armées et du garant de la nation. Dans son discours dans l'état de la nation, devant les deux chambres du Parlement, réunis à Congrès, et le 11 décembre. Le chef de l'État Bandeko a le Makamunyon Soyamboka. Alors, Tokoyoka débat parce que Ebele, bazomona qui va promesse à président et qu'on réalise. Le président de la République s'est félicité du progrès réalisé devant la première année de son deuxième mandat et en reconnaissant les défis relevés comme les embouteillages à Kinshasa, à reconnaître les embouteillages à Kin, dont Fachi Pena Loubi. Alors, Toyo Kanan débat, bon après tout développer ma solo. TDC, une des mosaïques d'élus des pestes sous la coordination du professeur Jean-Claude Tshilombayi. Votre point de vue global sur le discours du chef de l'État? Un pays qui est investi est un pays qui croit en son développement. Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a relevé la situation économique, sociale. Il a parlé de la santé, il a parlé du pays en général et il a fait montre des avancées, des difficultés que nous avons sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, et il a annoncé et étalé ce qui est en cours, les difficultés, les points d'achèvement à atteindre, et il a dressé une vision réelle pour le Congo. C'est ça ce que nous pouvons retenir, que le président de la République est en connaissance de chaque dossier, de chaque situation du pays, et qu'il trouve des solutions adéquates à chaque situation. Aujourd'hui, il nous a fait voir que sur l'étendue de la République, nous avons eu une baisse sur les produits pétroliers de 12% en moyenne, donc 13 sur la partie ouest et puis 11 sur la partie ouest. Donc en additionnant, on est sur une moyenne de 12% de baisse sur les produits pétroliers. Il a fait voir aussi qu'aujourd'hui, avec les contrats, donc en ayant retiré la TVA sur 12 produits majeurs, en ayant retiré certaines taxes, nous sommes arrivés aujourd'hui à une baisse sur des produits de première nécessité entre 5 et 11% de leur valeur. Donc il y a eu une stabilisation sur la monnaie sur les les 6 derniers mois, tout en relevant la situation macroéconomique qui doit encore être bien stabilisée. Le président de la République nous a parlé aujourd'hui du taux dans le budget qui sera bientôt signé, de 11% de financement pour ce qui concerne l'agriculture, ce qui n'était pas encore le cas dans tous nos budgets. 38 000 kilomètres de routes de dessert agricole prévus dans le budget 2025, à peu près 11 000 kilomètres de routes de première nécessité. Donc c'est en intégrant tous ces projets que l'on peut parler de développement. Il a parlé aujourd'hui nous sommes passés dans le programme Kanyamaka CC de 1000 têtes de bétail à 5000 têtes de bétail en une année. C'est que cette expérience est vécue. Voilà pourquoi dans le budget prochain, en termes d'agriculture, il y aura 5000 tonnes de semences qui sont prévues et financées. Il y a plus de 35 000 tonnes d'engrais végétal qui sont prévues. Il y a autant de choses qui sont prévues
pour intérioriser et rendre le projet de la revanche de la terre sur le sous-sol. C'est ça le programme et c'est dans cette lignée que nous nous sommes lancés pour 2024-2028. Merci Jean-Michel Kalonji. Christian Moleka, vous êtes politologue et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Le chef de l'État a dressé un bilan positif de sa première année de son second mandat, malgré certains défis qui restent à relever. Oui, le président a fait un discours très structuré, assez cohérent, en présentant pratiquement tout le monde l'a relevé les différents aspects de la vie sociale de notre pays, partant de l'économie jusqu'aux questions sécuritaires. Ce qui, moi, m'a frappé en premier, c'était l'ordre de présentation des faits. Le président a commencé par les faits économiques, ensuite il a parlé de la vie chère, ensuite de l'agriculture, du numérique, de l'administration publique, de l'enseignement, de l'environnement, de la santé, du social, et le sécuritaire est venu pratiquement à la fin. Si vous suivez l'ordre de présentation des faits, les questions les plus sensibles ont été apportées au bout du discours. Sécurité, diplomatie, constitution. Et le gros du discours était donné aux questions d'ordre économique, où d'ailleurs il y a eu beaucoup plus même d'argumentaires que sur les questions politiques et sécuritaires notamment. Si on devait faire un travail de lexicométrie, c'est-à-dire de mesurer la parole, vous verrez par exemple que sur les questions du processus de Luanda, le président n'a fait qu'un hommage lacunaire au président angolais. Sur les questions sécuritaires, il a fait l'état de lieu sans proposer des réponses concrètes, mais sur les questions économiques, le président était très détaillé. Et il vous disait par exemple le nombre d'universités qu'on construit, d'écoles qu'on va construire, d'hôpitaux, le nombre de lits d'hôpitaux, les nombres d'enfants qui ont été pris en charge par la gratuité de la maternité. On a eu beaucoup plus d'informations de détails sur les questions économiques, des pouvoirs d'achat et de la vie chère que sur des questions très cruciales où il a effleuré les questions, même sur la question constitutionnelle, en une seule phrase. Et donc on a un discours de mon point de vue assez déséquilibré, où les premières questions économiques, vie chère, agriculture, ont eu beaucoup de temps et d'éléments d'information, notamment sur l'agriculture, où le président a beaucoup parlé de la loi à l'agricole, la loi sur la sémencière, le cadastre agricole, le Fonds national d'entretien des voies navigables et des ferroviaires, toute la base de données les registres nationaux des agriculteurs. Vous avez beaucoup d'informations. Et sur d'autres questions, le président a pratiquement survolé la problématique M23. Il fait le constat des provinces, des territoires annexés, et il se limite à dire il pensait gagner avec facilité. Ce n'est pas le cas, c'est un échec, sans proposer, comme il l'a fait pour l'éducation, comme il l'a fait pour d'autres, des réponses concrètes à ces préoccupations-là. Merci. Alors on revient vers vous, Augustin Bissimois. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, parti de l'opposition extra-parlementaire. Parlons de l'aspect sécuritaire, comme le disait tout à l'heure Christian Moleka, le chef de l'État a abordé juste brièvement cet aspect. Alors il a réitéré son engagement à renforcer les capacités des FARDC à travers un plan de programmation militaire. Il estime que cette approche va contribuer à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. Votre commentaire? Bon, de prime abord, je tiens encore une fois à féliciter le chef de l'État parce qu'on sent sincèrement qu'il a la maîtrise sincèrement des problèmes. Et la première des choses, c'est qu'au niveau même de la médecine, lorsqu'on fait un diagnostic sincère, c'est qu'en réalité, on est juste au début, à la moitié de la solution. Et donc, par rapport à ce secteur sécuritaire, c'est vrai, nous saluons la bonne volonté de pouvoir renforcer les capacités des FARDC. Mais quand on parle de la loi sur la programmation militaire, je me dis, c'est une loi qui a déjà été votée. Je crois qu'il y a déjà bientôt 2 ans que cette loi est votée. Et nous posons maintenant des questions sur la pratique. Et c'est comme ça que nous encourageons que la bonne volonté du chef de l'État par rapport à ces secteurs-là soit accompagnée évidemment par les actes, par les contrôles adéquats. Parce que quand vous analysez les moyens qui sortent pour renforcer la sécurité, et lorsqu'on vous dit ceux qui sortent et l'écart
de ce qui arrive, et vous vous rendez compte en réalité qu'il y a encore un problème très sérieux. Et donc, si on n'arrive pas à mobiliser les fonds, non seulement qu'il faut les mobiliser, mais aussi il faut les encadrer de manière à ce qu'ils puissent servir, n'est-ce pas, ce à quoi ils ont été décaissés. Et donc, nous nous rendons compte qu'en réalité, le Parlement, c'est pour une fois que nous avons vu cette fois-ci un débat, n'est-ce pas, équilibré au niveau de l'Assemblée nationale, où vous sentez sincèrement que les députés s'expriment librement, et là que je salue en passant l'honorable président Vital Kamerhe pour avoir implémenté cette fois-ci cette culture où les députés ont repris en réalité leur statut réel de représentants du peuple et des gens qui doivent contrôler réellement. Et c'est là que nous demandons que les contrôles puissent suivre de façon à ce que nous puissions accompagner tous les chefs de l'État on sent qu'il a de bonnes ambitions, on sent il est déterminé, mais cette détermination seule ne suffit pas s'il n'arrive pas à ouvrir un œil regardant sur les fonds qui sont sortis et l'usage. Et c'est là le problème. Parce qu'on sent en réalité aussi, il faut dire sincèrement que ça fait beaucoup d'années que nous sommes, n'est-ce pas, dans un état où les FARDC ne peuvent pas combattre parce qu'ils sont sous cessez-le-feu. Et donc nous avons aussi à comprendre que le Parlement n'a toujours pas été impliqué dans toutes les mesures qui sont prises par rapport aux décisions relatives, n'est-ce pas, à la sécurité de notre pays. Et c'est aussi un problème très sérieux. C'est comme ça que nous recommandons au niveau du MDVC, nous demandons que les chefs de l'État ne puissent pas se sentir seuls. Il faut qu'ils comprennent que le problème sécuritaire, c'est une question générale, une question nationale, une question qui peut même être débattue au niveau interinstitutionnel. Ce qui fait que lorsqu'ils pensent qu'il va en faire une question particulière ou une question privée, une question purement présidentielle, eh bien ça va risquer de poser des problèmes. Pourtant, le Parlement qui est en tout cas représentatif du peuple a des éléments supplémentaires à apporter. C'est comme ça qu'on vous dit, quand on a signé le cessez-le-feu, on vous dit que le Parlement n'était pas consulté, le Parlement n'était pas au courant. Lorsqu'on nous a conduit du côté de l'EAC, le Parlement n'était pas consulté. Et donc je conseille en tout cas le chef de l'État, avec ce qu'il a comme bonnes ambitions, comme une vision en tout cas salvatrice pour la nation, je conseille en tout cas qu'il puisse en réalité accepter, se faire accompagner par d'autres institutions. Il ne faut pas qu'il soit seul. C'est ce que j'encourage également, le fait qu'il est sur le front, et c'est comme ça que j'ai dit l'appel que le docteur Justin avait lancé, nous demandant tous de nous ranger derrière le chef de l'État par rapport à ce front-là, parce qu'il s'agit là de la nation qui est attaquée et qui est même menacée. C'est là que nous demandons aussi que les institutions se rendent compte qu'en réalité, à partir du moment où le M23 et l'AFC, n'est-ce pas, sont en train maintenant de contrôler une entité presque similaire à celle de certains États, comme le cas du Gabon, et donc nous demandons à ce que nous soyons vigilants par rapport à ça. Parce qu'il y a en tout cas un problème sérieux et qui risque en tout cas de miner la République, et c'est là que nous invitons tout le monde avec un esprit vigilant, patriotique, pour que nous soyons derrière toutes les institutions, pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi qui a tendance en tout cas à évoluer. Je salue en passant la bravoure des FARDC et même le commandant suprême, parce qu'on ne peut pas parler des FARDC lorsque le commandant suprême n'est pas derrière. Et donc nous avons salué Augustin, la le n'a pas avancé. Parce que les FARDC, en tout cas, cette fois-ci, avec les Wazalendo, ils se sont bien comportés, et nous demandons qu'ils continuent à récupérer même les espaces qui sont encore occupés par les M23. Merci. Alors, Jean-Michel Kalonji, le chef de l'État, dans son discours, a annoncé que les FARDC ont repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Alors, beaucoup de Congolais se posent la question de savoir pourquoi on repousse ces agresseurs au lieu de les neutraliser. Lorsqu'on les repousse, c'est pour qu'ils aillent où? C'est pour qu'ils aillent d'où ils sont venus, le Rwanda bien entendu. Le territoire de la RDC, pour ceux qui connaissent la partie est de notre pays, c'est un territoire montagneux. Nous sommes sur une densité forestière assez grande, ce qui fait que la pénétration de certaines zones pose problème, surtout actuellement dans cette période pluvieuse. Donc il y a autant d'intempéries, il y a autant des situations géographiques qui
empêche une progression directe de nos forces armées. La localisation aussi des rebelles dans cette densité nous pose beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi le pays devait investir dans l'armement, dans la nouvelle technologie de guerre, parce qu'aujourd'hui, notre armée n'a pas de drones. Nous avons aujourd'hui des drones, nous avons aujourd'hui plusieurs équipements qui nous permettent de faire face à une munition beaucoup plus offensive des rebelles. Il faudrait reconnaître ici, et je vous rappelle, l'année passée, le secrétaire général des Nations Unies avait dit sur l'une des chaînes pendant sa visite en RDC que les rebelles du M23 étaient mieux équipés que l'armée congolaise. Donc, aujourd'hui, l'armée congolaise a repris les dessus en termes d'équipement, en termes de formation. Nous sommes sortis, nous avons hérité d'une armée qui n'avait pas subi une formation et un équipement depuis plusieurs années. Aujourd'hui que nous sommes équipés, aujourd'hui que nous avons de la technologie, aujourd'hui que nous avons des troupes, parce que pour faire la guerre, il faut avoir des troupes qui ont cette volonté, nous commençons aujourd'hui à faire face et à reprendre du territoire. Nous sommes accompagnés par les Wazalendo qui connaissent réellement le territoire, parce que le vrai problème qui s'est posé, c'était aussi une connaissance géographique de la zone de guerre. Tous nos militaires ne proviennent pas de cette zone-là. Donc il fallait nous faire accompagner par des personnes qui connaissent la zone, et ainsi aujourd'hui nous faisons face, nous avons commencé à récupérer du territoire, à repousser les rebelles, et nous sommes convaincus que nous allons pouvoir les sortir du territoire et les accompagner jusqu'au Rwanda. Mais aussi, dans ce plan de guerre, nous avons mis le volet judiciaire de l'autre côté. Voilà pourquoi la plupart des commandants, des chefs de cette milice déguisée M23 ont été condamnés aussi en justice. Mais pendant que les FARDC récupèrent certains territoires, de l'autre côté, d'autres sont en train de tomber aux mains des rebelles. Hein? Nous avons un large territoire. Il faudrait faire d'abord le contour, et c'est ce que je dis. Pendant 7 ans, nous avons eu à former des hommes, nous avons eu à équiper, et maintenant nous pouvons sécuriser tous les rebords et pouvoir encadrer et faire de l'offensive sans pouvoir perdre d'autres territoires. C'est ça la question, et je pense que maintenant nous allons y arriver, et nous sommes convaincus de la volonté du commandant suprême de faire la guerre et de la terminer, sans pour autant dire que nous n'acceptons pas le processus de Luanda que le président angolais est en train de diriger. Si ce processus doit nous amener à une paix sans pouvoir dépenser les milliards que nous dépensons aujourd'hui pour faire la guerre, nous allons intérioriser ce processus, mais nous sommes convaincus que quand l'ennemi veut la guerre, nous allons la faire et la gagner. RDC va sur deux fronts, diplomatique et militaire. Effectivement. Merci. Christian Moleka, analyste politique, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, le président Félix Tshisekedi s'est dit déterminé à mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Un message d'espoir pour toute cette population, tous ces déplacés des guerres dans cette partie de la RDC? Le président a toujours fait preuve de beaucoup de volonté dans ses discours. Ce n'est pas nouveau d'avoir ce discours volontariste. La grande difficulté, c'est comment on transforme ce discours en action concrète. Et là, quelquefois, on a des grandes difficultés. On a tenté l'état de siège comme mécanisme de résolution des groupes armés à l'Est. Le président lui-même a parlé d'évaluation d'assouplissement. On a tenté... aujourd'hui, le président parle par exemple de dépeuplement et de repeuplement dans les provinces de l'Est. C'est une question sérieuse, parce que lorsqu'on parle de dépeuplement et de repeuplement, ça veut dire que les zones contrôlées aujourd'hui par les M23 et sur lesquelles le Kinshasa n'a plus d'emprise 3 ans en paix sont en train de changer en rapport de force démographique. Ça veut dire si même demain, puisqu'on perd le temps à laisser le M23 administrer cette zone-là, le jour où nous allons récupérer ces territoires, nous aurons d'autres types de conflits.
entre ceux qui se sont déplacés comme population et ceux qui ont été replantés. Et lorsqu'on replante, tout le monde le sait, l'histoire politique du Congo l'enseigne, on replante à la fois l'autorité coutumière, on replante l'autorité territoriale administrative, et donc nous avons les germes du prochain conflit. Puisque ça fait 3 ans que nous avons laissé le M23 administrer un territoire aussi grand que le Gabon, vous le rappelez, et qu'à sa guise, il prend des mesures qui nous sont très préjudiciables à long terme. Et donc nous sommes en train d'entretenir déjà le cycle du prochain conflit. Et ça, il faut que les Congolais prennent conscience de cela, que nous sommes en train de préparer le terrain du prochain conflit qui va naître en tout cas d'un conflit coutumier ou d'un conflit foncier ou d'un conflit intercommunautaire lié aux transplantations des populations. Et donc si on ne prend pas aujourd'hui des mesures fortes pour régler cette problématique du M23, en agressant une pression militaire nécessaire, nous ne répondrons pas à ce défi-là, qui est un défi important. Mon frère parle des formations de l'armée, mais il y a des bémols à faire. Je rappelle quand même que l'unité des réactions rapides de Mamadou Ndala, l'unité commando, a été formée par les Belges à Bukavu. Donc nous avons déjà eu dans le passé des expériences, des collaborations avec d'autres pays pour former l'armée. Nous avons eu, sous l'époque du maréchal Mobutu, la création des CETA, qui était justement destinée à répondre à la végétation et au relief de l'Est. Les unités spéciales, les forces spéciales, les unités paracommando, lorsqu'on a créé CETA, c'était justement pour répondre à ces genres de théâtres d'opération et d'avoir une armée qui ne soit pas uniquement armée homogène en infanterie, mais avec des corps spécialisés qui permettent de répondre à ces genres de terrains d'opération. Et donc oui, aujourd'hui, il faut refaire l'armée, il faut reformer des unités spéciales comme des unités paracommando qui nous servent à répondre à ces genres de terrains d'opération, et c'est possible de le faire. Nous avons des centres commando, Kotako qui existent, nous avons des centres Kibomango qui existent. Il faut travailler en profondeur sur la réforme de l'armée. Et ces réponses-là, le président peut les apporter, notamment dans la formation des militaires, notamment dans la formation des unités spéciales. Je crois que c'est après, on a quand même fait du chemin, il faut le reconnaître. La loi de programmation nous permet d'avoir plus de moyens financiers pour équiper l'armée, mais il faut travailler en profondeur la réforme du système de défense-sécurité. Et là, aujourd'hui encore, il y a des défis en termes de réforme du système de sécurité et de défense. Alors, sous l'aspect économique et social, le chef de l'État s'est adressé à ses compatriotes de Kinshasa, notamment. Il dit aux compatriotes de Kinshasa: je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville, augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. Il affirme avoir instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements pour remédier à cette situation. Le chef de l'État se réjouit des mesures prises par le gouvernement pour baisser le coût des biens des premières nécessités, pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Augustin Bissimois, vous vivez à Kinshasa, voilà, le chef de l'État s'est réjoui, comme je viens de lire, sur la baisse des coûts des produits de première nécessité. Est-ce que c'est le constat que vous faites sur le terrain? Oui, madame, merci beaucoup. Permettez-moi de placer un mot par rapport à ce qu'a dit notre compatriote de l'Union Sacrée. Et donc, je voudrais d'abord que l'Union Sacrée nous aide à clarifier les concepts, parce qu'il a parlé plus de 3 fois des rebelles du M23, alors que nous, depuis un certain temps, nous sommes convaincus qu'il ne s'agit pas des rebelles, mais plutôt des agresseurs. Parce que si on ne fait pas attention au concept, on va faire de très mauvaises négociations et nous risquons de ne pas aboutir. Deuxième chose, nous voudrons ici, au niveau du MDVC, fustiger le fait que les FARDC sont toujours en mode offensif. Pourtant, c'est nous qui avons des territoires à récupérer. En fait, nous sommes en train de faire la guerre selon les caprices du M23. Donc, si le M23 n'attaque pas, il n'y a pas combat. Et nous pleurons tout le temps que le MDVC a violé les cessez-le-feu, comme si en réalité il y a quelqu'un qui va les sanctionner. Nous avons déjà noté que partout le chef de l'État a apporté ces problèmes, que ce soit auprès du Conseil des Nations Unies. En fait, personne ne veut nous écouter, personne ne veut sanctionner le Rwanda. Quand le M23 viole le cessez-le-feu, il n'y a pas de sanctions. Mais pourquoi nous devons faire de la guerre selon les caprices du M23? S'il ne veut pas se battre, il n'y a pas de combat. Et donc, s'il veut se battre, en ce moment-là, il y a combat. Parce que tout le temps, on nous dit que c'est le M23 qui a tenté de déloger les positions des FARDC. Mais pas le contraire, et ça nous inquiète. En tout cas, nous demandons que nous puissions changer les fusils d'épaule parce que les territoires sont partis et le peuple est en train de souffrir. Troisième chose, madame, ici, par rapport au procès de Luanda, nous pensons que les 15, les chefs de l'État iront là-bas. Nous voulons en réalité que notre président dise clairement et aux facilitateurs
que cette violation flagrante de cessez-le-feu nous inquiète et que nous n'allons plus tolérer. Parce qu'on sent qu'on a trouvé que nous sommes un peu très laxistes de façon qu'on peut à tout moment violer comme on veut le cessez-le-feu et 2 ans, 3 ans on est dans cessez-le-feu et c'est nous qui perdons le territoire toujours. Alors en ce qui concerne les mesures économiques, bon, le chef de l'État a annoncé que, bon, enfin, à Kinshasa, il y a déjà, j'ai suivi avant-hier, évidemment, les signatures de certains accords avec les opérateurs économiques. Nous pensons que cette fois-ci, ça sera sincère parce qu'on a toujours vu de telles mesures, mais décidément, on se rend compte qu'elles ne sont pas pérennes. Et le plus souvent, on vous dit qu'il y a baisse, à tout moment qu'il y a des fêtes de fin d'année, il y a baisse, évidemment, qui sont des baisses en réalité éphémères et qui ne prennent pas assez de temps. Alors nous voulons conseiller cette fois-ci que ça puisse être pérenne parce que en réalité le peuple a souffert de façon que la vie devenait de plus en plus chère. On a appris que le ministre de l'économie a été sur le terrain hier pour se rendre compte des faisabilités, mais nous connaissons aussi qu'il y a des tactiques que les commerçants utilisent. Ils peuvent recourir, n'est-ce pas, à la rétention des stocks ou détention des stocks pendant un petit moment et puis après, en tout cas, ils nous soumettent à d'autres prix. C'est comme ça que j'encourage les inspecteurs du ministère de l'économie à accompagner les chefs de l'État dans cette vision-là, parce qu'on sent, quand le chef de l'État parle sincèrement, nous au niveau du MDVC, nous sommes en face d'un homme qui a la volonté, nous sommes en face d'un homme qui a la maîtrise des problèmes, mais nous nous posons des questions par rapport à la praticabilité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de collaborateurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hommes? Est-ce comme ça que nous estimons que nous risquons de tomber dans ce que le chef de l'État honoraire avait dit lorsqu'il disait qu'il n'a pas, en tout cas, plus de 15 personnes autour de lui? Parce qu'on sent le président Tshisekedi, quand il parle franchement, vous vous dites, mais nous sommes au zénith, parce qu'il vous présente tous les problèmes, mais vous posez des questions maintenant par rapport aux solutions, où est-ce qu'on en est, et c'est là le débat. Et donc, on n'a pas cette culture d'évaluer les mesures prises, on n'a pas cette culture-là de pouvoir nous renseigner sur les faisabilités, sur ce que ça donne sur le terrain, et c'est ça le danger. Mais nous disons sincèrement, il est précoce de dire que ces mesures ont donné des fruits, parce que elles ont été prises il n'y a pas, je crois, une semaine, et donc nous allons voir, nous allons les évaluer, peut-être après un trimestre, c'est là qu'on va se rendre compte que c'est des mesures qui ont été réelles et qui ont amené en tout cas un plus, n'est-ce pas, au niveau du panier du ménagère, à partir du moment où on avait mal que les prix des chinchards, les prix de riz ont galopé comme pas possible, de façon que le peuple congolais n'en revient plus. Et donc, si ces mesures vont porter des fruits, en tout cas, nous ne pouvons faire que saluer, parce que nous croyons à la redistribution juste des richesses au niveau du MDVC. Et si ça réussit, en tout cas, nous devons encore une fois applaudir, parce que notre opposition, elle est républicaine, elle applaudit lorsque ça va. C'est comme ça que nous encourageons ces mesures et nous demandons à ce que l'applicabilité suive avec, n'est-ce pas, une inspection, n'est-ce pas, qui tient debout. Merci. De façon à ce que ça ne soit pas des mesures qui sont justement de publicité ou carrément de pouvoir faire, en tout cas, encore une fois, des chantages inutiles. Merci. Alors, Jean-Michel Kalonji, pour le chef de l'État, l'autosuffisance alimentaire ne doit pas demeurer un slogan. On se rappellera qu'en 2021, il avait annoncé avoir trouvé la clé pour résoudre les problèmes alimentaires des Congolais. Il s'était adressé aux pêcheurs, lorsqu'il était allé voir les pêcheurs à Kinkole. Aujourd'hui, sur les marchés, les prix ont carrément triplé avec les nouvelles mesures du gouvernement. On espère que les prix vont baisser. Est-ce que c'est bon pour la période festive, ou ça sera vraiment des prix qu'on va garder même juste après les fêtes? Ce sont des prix qui vont rester pérennes, qui vont rester sur le temps. Pourquoi? Parce que avant de baisser les prix, il faudrait voir les mesures en amont. En amont, il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a eu des décrets signés par son Excellence Madame la Première Ministre sur l'allègement fiscal, sur la parafiscalité qui lie certains produits. La TVA a été retirée sur certains produits. Donc, ce sont ces impacts et la renégociation de certains services qui sont liés à des produits qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes entre 5 et 11% de baisse sur le prix. Donc, demain, quand il y a hausse,
il faut que ça soit justifié parce que les opérateurs n'ont plus la TVA à payer. Ils n'ont plus X, Y choses qu'ils payaient et bien mais avant. Malgré tout ça, donc, nous allons avoir... Les prix étaient toujours élevés sur le marché, malgré toutes les réunions qu'il y a eu entre... Cette application a été signée et maintenant nous sommes sur la mise en application. C'est cette mise en application que le ministre de l'économie a vérifié depuis hier et à partir de maintenant, nous allons vivre avec ces prix-là au quotidien. Le président de la République cherche des solutions pour pallier à la vie chère. Voilà pourquoi certains produits qui sont liés à l'importation. L'importation, c'est une logistique, c'est du transport, c'est du dédouanement, c'est de la manutention qui tous ces éléments entrent dans la composition du prix sur le marché. Voilà pourquoi le président de la République investit fortement dans l'agriculture, de façon à ce que nous n'aurons qu'à produire derrière chez nous et transporter sur le marché. Nous allons couper du transport, la logistique, la manutention, la douane, tous ces services qui entrent dans la composition de prix et que demain nous allons avoir encore des produits à beaucoup plus moins cher. C'est de cette façon que nous pouvons résoudre le problème de la vie chère, le problème de l'alimentation, les problèmes de la malnutrition dans notre pays. Nous sommes un des pays avec autant de terres arables, mais nous ne produisons pas. Et le chef de l'État a aussi bien analysé la situation pour vous dire certaines zones agricoles, c'est fortement une des grandes parties de l'Est de notre pays qui aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, est en conflit et dans une zone de guerre. Et avec tous ces déplacés de guerre, nous n'avons pas eu de temps à investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est 3500 tracteurs qui viennent d'être distribués. Ce sont des semences, c'est des financements. D'ici le mois de mai, il y a la loi agricole, il y a la loi sur la sémentation qui seront promulguées. Nous allons pouvoir codifier et structurer la production, l'agriculture dans notre pays, et c'est de cette façon que nous allons vers une prise en charge totale de notre population et pouvoir avoir un contrôle sur les prix. Parce que pour l'instant, ce sont les importateurs qui nous imposent les prix. Et encore, à fort dommage, j'ai été très déçu et j'ai pleuré dans l'âme en voyant tous les opérateurs économiques qui étaient à côté de la première ministre et du ministre de l'économie à la signature de ces documents, ce n'étaient que des étrangers. Vous comprenez que ce ne sont pas des personnes qui vont travailler pour le bien du Congolais, parce qu'ils viennent d'abord pour faire le profit. Donc nous devons aussi d'un autre côté, dans les financements de nos opérateurs économiques, prendre en compte qu'il faudrait créer des majors congolais. On ne peut pas laisser un secteur aussi sensible entre les mains à 100% des étrangers. Alors, très brièvement, est-ce que depuis la prise ou l'investiture du président Félix Tshisekedi pour son second mandat, le pouvoir d'achat de la population, comment on peut l'évaluer? Est-ce que le pouvoir d'achat de la population est en train de s'améliorer parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit à l'entrée, la population bénéficie de 12% de rabais sur son transport. Malgré les grèves, ça et là, ça s'améliore. Dans un pays comme celui-ci, nous aurons toujours des contestations. Nous n'allons jamais pouvoir être satisfaits. Aujourd'hui, c'est 279 000 enseignants qui ont été mécanisés cette année. C'est plus de 35 000 médecins qui ont été donc le social des Congolais est en train de s'améliorer, c'est ça? D'améliorer le social de Congolais. Merci Jean-Michel Kalonji. Christian Mouleka, vous avez acheté votre pain ce matin à combien? Je sais pas, c'est pas moi qui fais les emplettes de manière habituelle. Moi, est-ce que vous avez constaté une baisse des prix des produits de première nécessité dans le quartier, à la pompe, dans le marché? Bon, il y a deux constats à faire. Le premier constat, c'est que généralement, nous sommes déjà le 11 à
à 3 semaines de la fin de l'année, la majeure partie d'importateurs ont passé le commande, ont déjà soit les commandes qui sont en route ou qui les ont déjà à Kinshasa. Et donc il y a des coûts liés à cette production qu'ils ont déjà pris en charge. Deuxièmement, c'est que nous sommes à une période de surconsommation où les gens consomment beaucoup. Et donc ça engendre la spéculation et l'équilibre entre l'offre et la demande change. Donc ces mesures-là feront que la mesure gouvernementale qui est salutaire aura du mal à se mettre en œuvre. D'abord en tenant compte soit de la logistique des importateurs qui pourront faire de la rétention, soit des déséquilibres entre l'offre et la demande liés au fait que les gens surconsomment. Et donc, ça va créer de la spéculation. Ces mesures-là, on pourra peut-être voir les effets à partir de janvier jusqu'à mars. Là, on pourra voir comment les mesures vont se stabiliser. Si tant est que le gouvernement travaille peut-être aujourd'hui à mettre beaucoup d'inspecteurs sur le terrain et avoir une pression sur les vendeurs pour amener une politique des prix juste. Si on ne le fait pas, on les sentira en début d'année prochaine parce que les investisseurs sont en train de couler d'abord les stocks qu'ils ont déjà pu emmagasiner et l'appliquer à partir des stocks à venir, donc probablement après les fêtes janvier-février. Mais les mesures sont bonnes, réduire la TVA elle est très bonne. On peut créer du pouvoir d'achat de deux manières. On peut créer le pouvoir d'achat en augmentant le salaire ou on peut le créer en réduisant les charges. Le gouvernement a fait le choix de réduire les charges. Ça veut dire on réduit le coût du transport, on réduit le coût de la TVA, on réduit le coût sur les prix. Ça vous donne un peu plus de marge plutôt que d'augmenter vos salaires qui vous donneraient également un peu de marge. Tout dépend des leviers. Pour l'instant, le président, dans son discours, a dit que l'année prochaine, on travaillera à une politique salariale. Donc, pour l'instant, les leviers salaires, puisqu'on ne peut pas les faire en termes d'amélioration, on le sent avec les grèves, les tensions, et bien on le fait à l'inverse en réduisant les charges. Maintenant, est-ce que tout le monde ressent de la même manière cette réduction des charges? Si on réduit sur le carburant, si on ne fait pas une politique des prix de transport, de contrôle des prix de transport, des circulations, les clients ne les sentent pas. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez les prix des motos, vous prenez les prix des transports en commun, ils ne suivent pas la baisse du carburant. Parce qu'il n'y a pas au niveau de la telle des villes une décision qui fixe le prix de transport tenant compte de ce recul qui est un gain de 12%. Donc si la ville de Kinshasa ne prend pas une décision qui donne le nouveau prix des transports tenant compte du fait que le carburant a baissé, eh bien les clients ne les sentent pas. Alors qu'à chaque fois que le carburant monte, on a un nouveau tarif qui fait augmenter le prix. Donc cet effet-là, inverse, si on ne le fait pas, les clients ne les sentiront pas. Ensuite, moi je me promène parfois avec les motos, mais ils vous font le prix x2, x3. Il n'y a pas un règlement des prix pour les motards. Chacun fait comme il veut, donc les clients ne les sentiront pas s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, notamment en termes de prix de transport dans toute notre circulation. Après, pour la TVA est un impôt indolore, c'est-à-dire qu'on ne sort pas quand on le paye, parce que c'est inclus dans le prix d'achat. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'un des impôts les plus utilisés, parce qu'on ne sent pas quand on le paye. Et donc, le Quinois qui achète son produit, s'il n'y a pas un travail de vérité des prix auprès, par exemple, des vendeurs, il ne sentira pas qu'on a retiré la TVA. Parce qu'on fait la TVA, on l'indexe dans le prix. On te dit, voilà, ton produit a coûté 1200 francs, plus 16% de la TVA, ça donne le prix final. Et ce prix-là est calculé uniquement par le vendeur, pas forcément par l'acheteur. Donc s'il n'y a pas un travail pour vérifier les prix et revenir à une vérité des prix, les clients ne sentiront pas non plus ce travail-là, qui est un travail magnifique de réduire la part de la TVA et de réduire, oui, impôt. On perd en recette, mais pour donner un peu plus de pouvoir aux Congolais. Alors on va ouvrir notre standard pour écouter ces Congolaises et Congolais qui ont leurs avis à donner sur le discours du chef de l'État. On va se rendre à Lubumbashi, oui, dans la province du Haut-Katanga, pour écouter cet auditeur. C'est M. Alexis Kabemou, depuis la ville de Lubumbashi. À mon humble avis, la réforme constitutionnelle est très salutaire. Mais nous demandons à notre gouvernement congolais d'appliquer tous les articles selon ce qui se doit dans la Constitution, puisque la Constitution que nous avons ne doit pas être comme un livre qui n'est pas lu et qui n'est pas appliqué. Si on n'applique pas tous les articles de la Constitution, je ne pense pas que le pays va s'envoler et connaîtra son développement. Alors, cet auditeur de Lubumbashi va directement sur le dernier aspect évoqué par le chef d'État dans son discours. Il a parlé, le chef de l'État estimait qu'il était peut-être temps d'engager une réflexion sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Augustin Bissimois, on voudrait avoir votre point de vue, le point de vue de
votre parti politique par rapport à cette question, hein? Bon, merci beaucoup, madame. Il faut dire d'entrée de jeu que, et pour une fois, le MDVC, avec son président national, le docteur Justin, partage, n'est-ce pas, ce point de vue avec le président de la République, parce qu'il vous souviendra que depuis que le parti a été créé en 2019, le parti, en tout cas, prône la refondation de l'État, et cela exige évidemment les réformes des politiques publiques de l'État, parmi lesquelles les réformes institutionnelles qui exigent au passage les réformes constitutionnelles. Et donc, nous avons été à l'aise lorsque nous avons entendu les chefs de l'État amener cette question, n'est-ce pas, au niveau du débat, et parce que pour nous, en tout cas, c'est depuis très longtemps qu'on a estimé qu'il importe en tout cas de procéder à de grandes réformes, et nous sommes au niveau du débat. En ce qui concerne les réformes institutionnelles, nous croyons qu'il y a des institutions, en tout cas, qui consomment énormément, cher plus qu'elles ne ramènent au pays, et que l'on aurait dû supprimer, parce que lorsque vous analysez, madame, on a par exemple un parlement bicaméral au même titre que la France, mais entre-temps, la France, elle a déjà un budget de plus de 300 milliards d'euros. Et bien, nous, on est encore à 18 milliards difficilement mobilisables, mais on nous soumet à avoir un parlement bicaméral où ces institutions, en tout cas, pèsent. C'est comme si on a donné à un enfant de 10 ans de pouvoir faire la même course qu'un enfant, qu'un papa de 40 ans. Et donc nous pensons que là, c'est nous qui connaissons nos problèmes, et c'est nous qui connaissons les solutions que nous devons apporter à nos problèmes, madame. Et donc, en tout cas, nous partageons cet avis, mais nous disons ici que toute réforme constitutionnelle a toujours derrière elle, n'est-ce pas, un salut de la nation. À partir du moment où il y a le salut de la nation derrière ces réformes, et donc le MDVC est partant, et nous pensons que le moment venu, lorsqu'on va mettre en place la commission, c'est comme ça d'ailleurs que le docteur Justin, qui a été candidat président, et que vous avez d'ailleurs reçu à votre émission pendant la période de la campagne, en tout cas, il a parlé de ces réformes, et aujourd'hui, par rapport au débat, il a réitéré sa position de pouvoir réformer notre constitution. Et c'est comme ça que nous disons que le débat est le bienvenu. Et on a conseillé que nous puissions convoquer plutôt un dialogue national qui va pouvoir, n'est-ce pas, regorger ou regrouper toutes les forces politiques et sociales de la nation, de façon à pouvoir avoir, encore une fois, un nouveau pacte républicain. Parce que notre constitution, que nous avons aujourd'hui de 2006, est un pacte républicain, plutôt d'abord en amont, n'est-ce pas, un compromis politique, avant d'être un pacte républicain. Alors c'est comme ça que nous pensons que l'on ne peut pas briser la conscience que nous avons, sans qu'on ne puisse pas procéder, n'est-ce pas, à cette recherche, n'est-ce pas, d'un compromis politique qui nous permet à pouvoir aller vers le peuple pour chercher, n'est-ce pas, un pacte républicain via les référendums. Nous avons également formulé d'autres recommandations pour chuter qu'il faudra, avant d'attaquer le fond du débat, que nous puissions nous rassurer que le pays a déjà le contrôle total, n'est-ce pas, de tout le pays, de manière à ce que nous ne puissions pas, parce qu'on ne peut pas mener un référendum, et lorsqu'on sait qu'il y a une partie de la population qui ne sera pas concernée. Et donc le MDVC, en tout cas, est d'accord avec ce débat, et il pense qu'au mois venu, on va apporter, n'est-ce pas, certains éléments complémentaires pour que nous puissions nous rassurer que pour une fois, nous n'avons plus un modèle institutionnel qui crée un certain nombre d'oligarchies où vous avez le politique le plus riche de la République. On vous a suivi, merci, on court derrière le temps. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Bukavu, au Sud Kivu. Je suis Jules Maguenin, activiste du Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu. Le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, reste toujours ce discours classique. La réaffirmation de sa volonté de servir le peuple congolais est un message fort de leadership et de responsabilité. Cependant, il est crucial que cette détermination se traduise par des actions concrètes et mesurables pour améliorer la vie des citoyens. En deuxième lieu, passer en revue sur les différents secteurs économiques, politiques, sociales, santé, sport, sécurité, montre une approche holistique. Toutefois, il est important de fournir des données précises et des indicateurs de performance pour évaluer les progrès réels dans ce domaine. En troisième lieu, je pense que se féliciter des progrès tout en reconnaissant les défis
comme les embouteillages à Kinshasa est une approche équilibrée. Néanmoins, il est essentiel de proposer des solutions spécifiques et des plans d'action pour surmonter ces défis. Et enfin, réforme constitutionnelle, c'est ici où il veut plonger le pays dans le chaos. Le peuple congolais n'est pas d'accord de ces réformes, car on sait les débouchés de son intention, non au changement ou à la modification de notre constitution. Jean-Michel Kalonji, brève réaction, hein? Nous sommes vraiment vers la fin de l'émission. Je voudrais dire que sur ces changements de la Constitution ou cette révision, le président de la République a été clair qu'il va mettre une commission en place, qui va réfléchir là-dessus et qui va proposer le chemin. Ce que je voudrais dire ici, et je l'ai déjà... Le langage évolue. On a commencé d'abord par le changement, la révision, le changement, on parle des réformes. On va mettre en place une commission qui va réfléchir. Ce qui est évident, que ce soit révision, que ce soit changement, que ce soit réforme, nous allons toucher à la Constitution. Donc maintenant, c'est qui est sûr. Maintenant, c'est sûr, Jean-Michel Kalonji. Maintenant, ou c'est le souhait de l'Union sacrée. C'est le souhait exprimé du président de la République. Et le président de la République vous a dit, il a donné une méthodologie qui est celle que l'année prochaine, il mettra en place une commission. C'est après le rapport de cette commission qu'il va s'orienter selon ce qui lui sera proposé. Il a reçu, il y a quelques jours, le président du Parlement qui a encore échangé avec lui sur cette problématique. Et comme je l'ai dit dans une précédente émission ici, le président de la République est en droit de le demander et c'est constitutionnel. C'est le président de la République, c'est le gouvernement, c'est l'une des chambres du Parlement et c'est 100 000 des Congolais. Donc ce n'est pas une question à débattre oui ou non parce que c'est une voie constitutionnelle. Et moi je l'ai répété depuis plusieurs années. Aujourd'hui nous avons un président de la République élu sur un programme. Mais le jour où ce président de la République prête serment, il n'est plus responsable de son programme. C'est le Premier ministre que lui va désigner. Maintenant, en 2018, nous avons eu un président élu et un Premier ministre qui sortait d'une majorité présidentielle, d'un accord politique, qui n'était pas une majorité du chef de l'État. Il a eu du mal à gérer. Aujourd'hui, c'est la première ministre qui est responsable de son programme. Si cette première ministre n'était pas de l'obédience du président de la République, quel était le programme qui allait être mis en application? Donc il y a autant des imbroglios que nous retrouvons dans cette constitution. Aujourd'hui, moi je les décris et personne ne peut me contredire. Nous avons vu tous que les élections des sénateurs sont liées à plusieurs manœuvres de corruption. Nous avons vu aujourd'hui l'élection des gouverneurs. Il y a l'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, qui a dit que pour être élu gouverneur de la ville de Kinshasa, tu dois dépenser minimum $1 million. Comment est-ce possible que cette personne va-t-elle travailler pour ses intérêts personnels et récupérer son investissement, ou il va travailler pour la ville de Kinshasa? Alors d'où il est important selon vous de revoir, d'apporter des réformes constitutionnelles? Il faudrait apporter des réformes constitutionnelles pour élaguer toutes ces situations. Est-ce que nous devons garder un Sénat? Est-ce que nous devons dépenser autant d'argent pour une institution qui ne fait qu'une relecture de ce qui provient du Parlement? Votre conclusion, hein? Donc ma conclusion, il faudrait accepter que nous nous regardons en face, que nous puissions faire une relecture de notre constitution. Alors, bandeko tolandi biso nyonso. Bomoni, bolandi bandeko wana tolandi Jean-Michel Kalonji ya Union Sacrée parce que mokonza mboka alobi penza a expliqué tout oyo ba asali na tamuke
mais les Congolais, il faut applaudir Fatina. Donc ça vraiment très important. Alors, Toyoki, secrétaire général, il y a opposition, il y a parti politique, Toyoki, analyse Christian Moleka, bazaki clair bango nyonso. Na situation haute pour le moment, Congolais, en tout cas, il faut ndima quand même un pas. Un discours magistral. Pourquoi? Parce que à couvrir ma camunions et puis les razoloba ozolanda détermination mokonzamboka qui ma kambu ko se réaliser mais belle bazana hésitation voilà que mission musoto sala qui na Congo 24. Donc bateau il faut pas comprendre comment mature qu'on comprendre que en tout cas mokonzamboka au travail pour Mboka la gratuité à lobby secteur agricole à lobby on sera 38 000 km à la route. Il a tout expliqué, mais et pas battu mon sous-souba, mon agake, ya auto et bandeko tala. Bolani bandeko pende balobi. Tala, Fachi, azana besoin bon ça et ici. Besoin de fungla miteba. To yamba yango ensemble, beaucoup mon makamake liboso. Mais discours, oyo, en tout cas, batros et la kaba plan on a tout essayé réalisé. Nabo bachaka tembi. Nabo bachaka bazomona te biso nyonso tozela. Alors beaucoup mona la réalisation oyo kalati na situation sécuritaire na à l'est tout toujours espoir. Alors bandeko c'est à ce point comment clôturer mission na biso. Bon continuer ko s'abonner. Au revoir. À la prochaine.